Base toujours sur mes lectures par rapport à ce qui est dit sur le continent, de façon anticipée par rapport à la colonisation et vous avez certainement les bonnes réponses et vous aussi, chers téléspectateurs. Alors, Hume, qui est un auteur anglais, trouvait par exemple qu'il y avait ni science, ni art, ni engin manufacturé sur un continent. Donc, j'imagine un peu le paysage. J'imagine un peu le tableau dans la tête de quelqu'un qui n'a pas connu cette période-là. On s'est dit vraiment on était dans le noir, c'était vraiment le chaos total. Il fallait venir mettre de l'ordre dans tout cela pour ces Africains qui jusqu'à aujourd'hui, en grande partie, n'arrivent pas à se prendre en charge. Alors, qu'est-ce que vous avez comme preuve matérielle aujourd'hui pour nous montrer qu'on a trouvé sur place des sociétés bien constituées, bien organisées, qui avaient leurs activités tranquilles? Bien, je vais même pas aller loin, parce que si je voulais aller très loin, puisque une même était un intellectuel, j'allais partir à l'Égypte ancienne, mais je ne vais pas aller jusque là-bas. Je pense que je vais m'arrêter aux empires, aux grands empires, voilà, aux grands empires, l'empire du Ghana, comme l'empire du Mali et autres. Et puis, quand les Européens sont arrivés pour la première fois sur nos côtes, ils ne sont pas venus en même temps en esclavagistes, non? Ils sont venus d'abord pour des échanges, Et nous, on venait avec des produits manufacturés qu'on les vendait, et eux aussi, ils envoyaient des produits aussi qu'on achetait. C'était d'abord ce business-là qui existait entre les Européens et nous, quand ils sont venus pour la première fois sur nos côtes. Au niveau de la Gambie. On les vendait des étoffes, on les vendait du tissu, on les vendait de l'or, on les vendait du fer, etc. Et bien ces fers étaient extraits par des forgerons. Ces étoffes étaient faites par des tisserands. Alors, donc, même tout à l'heure, on a vu le document. Et ceux qui voyageaient, ils étaient sur des animaux, des chameaux. En ce moment, il n'y avait pas de véhicules. Ils étaient sur des chameaux, ils voyageaient, ils avaient tout. Au fait, et ce que je voulais dire ici en répondant à ta question, c'est que quand les uns et les autres sont arrivés sur le continent, que ce soit les Arabes, parce que les Arabes, avant de connaître le continent, ont connu comment on appelle ça, l'Égypte, à partir du troisième calife de l'islam, Al-Mahmoud. C'est lui qui a fait un premier voyage en Égypte, qui a découvert tout ce qui est architecture, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est valeur intellectuelle, et que les Arabes ont commencé à aller en Égypte. Très bien. Voilà. Nous allons à Makori. Vous allez continuer votre argumentaire tout de suite. Monsieur Dao est en ligne. 22 42 54. Bonjour et bienvenue. Monsieur Dao, nous n'avons pas de retour. Ok, malheureusement, nous n'avons pas de retour de Makori. Vous pouvez réessayer 22 42 54 plus 225 22 42 54 pour ceux qui sont à l'étranger. Alors, on ne saurait pas faire des échanges d'égal à égal avec des êtres barbares dépourvus d'intelligence. En tout cas, s'il y avait échange, voilà, c'est qu'il y a intelligence. Et je pense que déjà, ça c'est une preuve pour bien dire sûr, que on avait des produits, voilà, des produits manufacturés que ces Européens venaient acheter. Donc il y avait une science, il y avait de l'intelligence, et aussi il y avait un savoir-faire. C'est clair. Diop. Alors, quel élément vous permet de dire que l'histoire que nous connaissons du continent n'est pas la vraie histoire du continent? Bien avant que les colonisateurs n'arrivent, il y avait déjà de la civilisation. Tu sais, une organisation d'un État par de la petite échelle, c'est-à-dire un cadre familial bien structuré, et les Africains avaient un cadre familial très structuré. Il y avait le chef, les enfants. Le chef, ce n'était pas un policier, mais tout le monde suivait ses ordres et tout le monde faisait ce qu'il voulait. Après, tu as le village. On sait comment nos villages sont organisés. Après, tu as le royaume, tu as les empires. Et si c'était que la tradition orale qu'on avait comme témoignage, on aurait douté. Mais il y a eu les premiers explorateurs arabes même qui ont dessiné même les différentes, la cour royale par exemple de Kayamara Cissé, qui ont toujours décrit une Afrique structurée, bien organisée, avec sa justice, sa police, tout. Et je vais aller plus loin. Quand tu prends, pourquoi c'est avec Kanka Moussa qu'on découvre tout l'or de l'Afrique occidentale? Parce que l'État, au moment de l'Empire du Ghana, l'État avait un système de telle sorte que les étrangers ne pouvaient pas traiter directement avec l'État. Ils avaient créé un système d'intermédiaire, de telle sorte que sur toute de la frontière du continent jusqu'au roi, chacun profitait de celui qui venait acheter.
Et le roi traitait avec un fils du pays, pas avec celui qui venait de l'extérieur. Et bon, tout ça, c'est une organisation. C'est-à-dire notre commerce était assez structuré, on ne voulait pas que l'État se fasse soudoyer. Et l'islam dont on parle, l'islam n'est pas venu ici avec la guerre, parce qu'il savait que c'était des empires très puissants et que la guerre, ce n'était pas la bonne solution pour pénétrer. Parce qu'on l'a vu même à la fin de tous ces empires, quand le Maroc, le roi du Maroc a envahi l'empire de Gao, arrivé à un certain moment, puisqu'ils étaient loin du territoire de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'ils avaient des chefs qu'ils avaient mis dans plusieurs régions, ils n'arrivaient plus à contrôler. Mais pourtant, pendant des siècles et des siècles, ces zones-là ont été occupées par Kaya Manga, Soundiata Keita, tous ceux-là qui avaient des représentants vraiment lointains, mais qui réussissaient à maintenir l'ordre. On disait quand Soundiata quittait après la disparition de Soundiata, il avait laissé un État assez structuré où il y avait la cohésion sociale, la paix et une armée très forte et un État très puissant économiquement. Donc, je crois que c'est cette puissance-là même qui a envoyé la convoitise des autres continents. Je veux aussi, parce qu'il y a aussi des intellectuels occidentaux qui sont de bonne foi. J'ai certains témoignages ici, si vous me permettez. Il y a Steven Hans, qui est un chercheur américain, qui dit dans le monde diplomatique, ce qui suit. Nous savons aujourd'hui que les Européens qui naviguaient le long de la côte occidentale de l'Afrique, à partir de la moitié du 15e siècle, découvrirent un monde qui avait atteint économiquement un niveau de développement comparable au leur. Les Africains pratiquaient l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage. Ils entretenaient depuis des siècles des relations commerciales avec des pays éloignés. Ça, c'est un intellectuel occidental qui le dit. Est-ce que vous comprenez? Pour démontrer jusqu'à quel point l'Africain était développé avant l'arrivée de ces... Il y avait l'abondance et l'or était une monnaie. Il y avait l'industrie, pas de l'industrie, pas de l'agriculture. Et nous savons très bien qu'au temps de Soundiata Keita, dans le Koukanfunga, avait, comment on appelle ça, encouragé le travail. C'est ce que les chanteurs le disent, les guerriers le disent qu'aujourd'hui, ceux qui veulent faire l'agriculture fassent l'agriculture. Ceux qui veulent faire le commerce fassent le commerce. Alors donc, pour dire que nous ne sommes pas dans les arbres quand les uns et les autres venaient ici en Afrique. D'accord, très bien. Et la démonstration est en train de se faire. 22 42 54, madame, messieurs, vous pouvez réagir à la question du jour, organisation et activités dans l'Afrique précoloniale. En ville, nous avons interrogé des personnes qui sont intéressées par le sujet. L'arrivée des colons, l'Afrique était en général organisée sur le plan culturel. Tous les hommes politiques africains se rendaient visite et s'échangeaient chacun à son point de vue. Donc en général, l'Afrique était organisée. Et c'est après l'arrivée des colons, même en venant envers nos parents africains, ils sont venus imposer certaines choses, ils sont venus les supplier pour pouvoir aussi bénéficier des biens de l'Afrique. Sinon en général, l'Afrique était développée. L'Afrique était organisée. L'Afrique, avant l'arrivée des colons, était une Afrique brute. C'est vrai, avec des organisations vraiment pas trop limpides. Et l'arrivée des colons nous ont donné des moyens et des copies, surtout de nous améliorer dans certains niveaux, par exemple. Par la médecine, je crois que des découvertes, surtout la médecine conventionnelle, nous a démontré par des cas qu'on traitait de sorcellerie, qui étaient des cas purement scientifiques. Donc à ce niveau, je crois qu'il y a des cas et il y a des milieux où les Africains n'étaient pas très bien développés et plutôt même ignorants. Voilà. C'est vrai, il y avait les tradis praticiens et autres, mais ils n'étaient pas trop palpables et limpides dans les affaires. Voilà. Donc je crois que l'arrivée des hommes blancs, c'est un avantage pour l'Afrique en général. Et un milieu aussi que les Africains ne maîtrisaient pas. Les Africains ne connaissaient pas la mer. C'est pourquoi il n'y a pas eu d'Africains qui soient partis en Europe, qui soient partis en Amérique pour découvrir l'Amérique comme ont fait les Espagnols, les Portugais dans le temps. Donc je crois que les colons, c'était un cadeau du ciel pour nous.
C'est vrai qu'il y a eu, après, il y a eu des systèmes dans lesquels les Blancs ont mis pour pouvoir nous contrôler et autres. C'est ce système qu'ils devront chercher à lever. Sinon, à part cela, je crois que c'est un cadeau du ciel pour nous. Avant l'arrivée des colons en Afrique, on avait nos lois, nos coutumes, nos traditions. Du moment où on réglait nos histoires sous l'arbre à palabre, c'est ce que les Blancs ont copié, ils ont appelé aujourd'hui justice. Parler de justice, ils nous ont imposé cela. Bon, actuellement, on est un peu perdu parce que la justice même est contrôlée par ceux-mêmes qui sont là-haut. Voilà. Donc ainsi, j'aimerais dire que le modernisme actuellement ne nous arrange pas parce qu'on a perdu nos traditions, nos coutumes, nos us et coutumes. Alors on commence à tout oublier et puis on commence à faire comme les Blancs. Mais on n'arrive pas à s'adapter jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, il serait mieux de revenir à la tradition, à la coutume, ce serait encore mieux pour l'Afrique. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, sinon on a beaucoup de problèmes. On va donner la priorité au téléphone et on réagira aux 3 intervenants. Merci à Gouri Seri Sévérin, à Bassoman et à Siaka. Voilà. On a le téléspectateur en ligne depuis Sikensi. Bonjour. Nous n'avons aucun retour. Malheureusement. Très bien. Alors, nous allons réagir à ces différentes réactions. Le premier trouve que vraiment, il y avait une organisation, donc il est dans votre sens. Le troisième également, qui trouve qu'il n'est pas trop tard pour revenir à nos traditions. Mais il y a celui du milieu qui quand même fait une autre analyse de la situation. Hein. Ça n'a pas été forcément mauvaise et ce n'est pas faux de dire qu'il n'y avait pas d'organisation sur place. Il parle de brutalité. Côté médecine, par exemple, le blanc nous a apporté la médecine, le noir ne connaissait pas la mer. Or, il y a des côtes africaines et c'est sur ces côtes-là que les échanges se faisaient. Seydina vient de parler d'Aboubakri II qui aurait découvert l'Amérique. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour, mais lui trouve que les Portugais et les Christophe Colomb l'ont fait. Bon, peut-être qu'il est beaucoup attaché aux œuvres qu'on connaît. Oui, alors, sans toutefois entrer dans une bagarre verbale, on va rendre ça un peu plus clair. Alors, le problème de la mer est déjà résolu parce que... avec le document de Kankamoussa, la mer, c'est résolu. On traverse la mer pour aller à la Mecque. La médecine, par exemple, côté médecine, est-ce que le colon a trouvé sur place une médecine qu'on peut qualifier de médecine? Oui, parce que le colon a trouvé des gens ici solides, des braves valides, des gens en bonne santé. Et c'est ces gens-là qui sont devenus des esclaves pour eux. Peut-être soignés par la nature. Peut-être la nature fait son boulot. Non, ça veut dire que quand vous dites que la nature fait son boulot, c'est comme si on s'en baigner dans la nature comme ça. Non. Oui, mais pas question. Il y avait des gens. Je ne vais pas être cru, mais. Non, il y avait des gens. Lorsque le docteur Gabriel vient ici, attendez, il nous dit, par exemple, que. Non, attends, je viens. Il y a des espèces qui ne se soignent jamais, mais qui tombent difficilement malades. Non, mais il n'a pas parlé d'espèces humaines. Il n'a pas parlé d'espèces humaines, il n'a pas parlé d'espèces, comment on appelle, les animaux. Mais ici, Mohamed, jusqu'à peu du contraire, la médecine est née à part de l'observation. À part de l'observation. Quand on a observé que telle chose pourrait guérir telle chose, la médecine n'a pas de là. Et même, on a dit, Souniata Keita, dans le Kourkanfou, a désigné le chef chasseur comme étant le protecteur de la savane, de la forêt. Là, on est au 13e ou au 14e siècle? Oui, je vais venir. Pour que ceux qui maîtrisent bien les plantes puissent s'en occuper et s'en préoccuper pour pouvoir soigner les uns et les autres. Il y avait des médecins ici. Je ne veux même pas employer le terme guérisseur. Il y avait des médecins ici. Si la médecine est née ici en Afrique, en Égypte, par Imhotep, je pense que le fait que l'Égypte a été déstabilisée par les Gréco-Romains, ensuite par les Arabes, les Noirs égyptiens sont venus vers l'Afrique ici, vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique du Sud, avec leur savoir. Et c'est ce même savoir qu'ils ont pris aujourd'hui, ce qu'on appelle coutumes, c'est ce que je dis tout le temps, les coutumes, nos traditions et autres là. Mais ce sont les valeurs scientifiques égyptiennes que les parents sont venus avec quand ils ont été attaqués. Permettez-nous 2 minutes. Hein. Nous allons au Mali retrouver M. Cheikh Oumar. Bonjour, Cheikh. Bonjour. Merci d'être avec nous. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Mali. Vous nous suivez depuis quelle ville du Mali? Oui. Vous nous appelez... Oui, moi, au fait... Cheikh, d'accord. Ok, Cheikh, on va y aller. J'aimerais faire une contribution. Très bien. Bon, au fait, avant l'arrivée des Blancs, on avait déjà une constitution ici en Afrique. Oui, qui est le Kourouka Funga.
Eh bien, parce qu'il y avait la charte de Kourougan-Fouga qui a été, qui a été initiée par Soundiata Keita. Eh bien, donc, c'est pas qu'on n'a pas d'histoire. On avait bel et bien une histoire avant l'arrivée des Blancs. On vivait très bien avant l'arrivée des Blancs avec nos médecins. Il y avait des spécialistes dans toutes sortes de maladies. Et puis la société était très bien organisée. Mais je crois. Cheikh, il s'agit là d'affirmation. Est-ce que vous avez des preuves matérielles pour dire qui montrent que tout ce qu'on dit de l'Afrique précoloniale n'est pas vrai? Les preuves matérielles, vous qui êtes au Mali, à Bamako. On a les preuves ici avec nous. On a les preuves ici avec nous. Ici au Mali, on en a. Ce sont lesquelles? Oui. On a les preuves. On a beaucoup de preuves. Allons-y. La Constitution même. On a remarqué que la Constitution française, même dans la Constitution française, il y a beaucoup de parties qui sont inspirées de la Constitution de Kourougan-Fouga. La charte de Kourougan-Fouga, je dirais. Lesquelles parties, par exemple? Voilà. D'accord. Cheikh, globalement, il y avait une organisation, il y avait de l'activité positive dans le continent, bien avant l'arrivée du colon. Merci beaucoup, 22 42 54, facebook.com / on garde le contact. Vous avez quelques secondes. Une seconde, parce que je viens de voir des images de cases ici à la télé. Là. Oui. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas l'architecture africaine qui est là. Ces cases-là sont venues en Afrique ici après l'arrivée des esclavagistes. En ce moment, nous sommes dans l'instabilité. Les Africains n'avaient pas le temps de construire des maisons. Sinon, notre architecture existe. Et vous avez vu les maisons de Tombouctou, etc. Que vous avez vu. Des immeubles et des étages existaient déjà ici en Afrique. Oui, il s'agit de maisons d'urgence. Ça, c'est des maisons d'urgence. Excusez-moi, j'ai participé à c'est vrai, une conférence qui montre que les Africains dénudés que vous voyez sur les images, ce sont les Africains d'après-guerre, d'après-crise, après affrontement avec le colon, avec les armes puissantes. Justement, on n'est plus chez soi. C'est comme les raflés. On n'est plus chez soi. Donc, ce qu'on trouve, on porte. En état d'urgence, vous ne pouvez pas du tout vous mettre comme dans un dîner gala. Justement. Donc, c'est l'explication. Très bien. Non, pas forcément de combat, de captifs. De rafler. Voilà. Donc, ces Africains que vous voyez sur les photos nus, lorsqu'on parle de mode africaine, on dit non, on n'était pas des gens habillés et tout ça. Non. Ce sont des photos de captifs, c'est des photos de personnes qui sortaient d'une grande crise, donc qui n'étaient plus chez elles, qui n'avaient pas le temps de s'habiller, qui avaient perdu leurs vêtements, etc. Ça, je peux témoigner de cela, même sans avoir vécu. L'exemple ici. Je voulais saluer un peu l'ingéniosité aussi de ces Africains, même s'ils ont construit des cases, peut-être que la situation faisait... Ils avaient déjà l'intelligence de savoir mais il fallait aussi expliquer. Il ne faut pas saluer, parce que je veux saluer, c'est comme si on dit que... C'est comme si c'était une prouesse. L'Afrique est un continent très très puissant. Et même quand on parle de la science, quand on voit Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait toutes les richesses scientifiques, toutes les grandes, je ne sais pas si je vais dire trouvailles de l'époque se trouvaient là jusqu'à ce qu'Alexandre vienne piller cette bibliothèque-là. Aujourd'hui, quand tu pars à Tombouctou, tous les archives qu'il y a plus de 3000 et quelques archives qui n'ont pas encore été décortiquées. Attends, on a plusieurs choses. Moi, je pense qu'on est resté longtemps, c'est comme le chasseur et les lions. C'est les chasseurs qui ont toujours écrit l'histoire de la chasse. Et le jour que les lions vont commencer à écrire leur version, on va commencer à comprendre qu'il y a eu plein de manipulations. Parce que quand les chasseurs racontent leur histoire, ils n'ont jamais fui devant le lion. Toujours, c'est le lion qui a toujours fui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La vérité commence à prendre le dessus. Le lion a commencé à écrire son histoire. Et c'est ça qu'il faut accepter. Très bien. Quand j'écoute le jeune, je comprends qu'il est allé à l'école du chasseur. Et je crois qu'il doit partir chercher dans l'histoire du lion, il va comprendre. En fait, c'est pour ça que je dis que si on ne change pas les systèmes scolaires, nous sommes les seuls peuples, quand on va à l'école, on finit par s'y haïr. Parce qu'on ne se connaît pas.
On finit par se haïr. Quelqu'un qui va à l'école et qui sait qu'on était mal lotis, on était mal soigné, que l'école lui dit ça, hein, qu'on était mal, c'est tel qui envoie. Le monsieur dit que Dieu merci que la colonisation est venue. C'est dangereux. Écoute, parlons simplement de... qualifie la colonisation de cadeau du ciel. Oh, c'est dangereux parce que, voyez-vous, tout peuple qui met un autre peuple en colonisation a désorganisé ce peuple-là. Nous avons été désorganisés. Et quand on parle de Kouroukanfouga, on parle de 1236. Du XIIIe siècle. Du XIIIe siècle, justement. Et là, on te parle d'une constitution qui parlait de liberté, qui parlait de droits de l'homme, qui parlait de droits de la femme. Ce qu'aujourd'hui, on brandit comme des grandes trouvailles intellectuelles, des grands projets du XXIe siècle. Si vous le permettez, donner le témoignage d'un autre Européen de bonne foi, un archéologue historien, Graham Connard, qui est formel. Il dit, en arrivant en Afrique, les Européens ont été frappés de voir des communautés humaines hautement organisées et civilisées, se livrant à un commerce prospère. Des villages, des villes et des palais couvraient le continent. Des villes et des palais couvraient le continent. Ça, c'est un occidental qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons s'ouvrir. Permettez, on va s'ouvrir et retrouver Fatou, si vous voulez bien nous donner le nom du téléspectateur. Monsieur Kofi est en ligne depuis s'ouvrir. Bonjour Kofi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Kofi. Alors, on vous écoute par rapport à notre sujet du jour, organisation et activités dans l'Afrique précoloniale. Est-ce que vous croyez que ce qui est dit de façon péjorative a une justification, à sa raison d'être, dit par exemple qu'il n'y avait pas de civilisation avant le contact avec le colon? Bon, pour moi, en tout cas, je tenais d'abord à vous remercier pour ces d'émission. Vraiment, ça me fait plaisir parce que nous, personnellement, quand on allait à l'école, on nous a donné toujours une image négative de l'Afrique. Je crois que c'est à partir de la 5e, moi, j'ai eu un professeur de M. Prignon qui vraiment nous a émerveillés par rapport à la vraie histoire des Africains. Sinon, c'est qu'on voyait qu'il y a dans les livres, on avait une vraie histoire des Africains. Et moi, je crois très bien, avec l'appui de M. Prignon, on a commencé à lire un peu des archives que mes parents avaient acheté des grands livres dans le temps. Bon, les éditions Bordas, on disait, je crois, il y a Esther Mori, les concours, on disait un peu l'histoire. Bon, après, on a commencé à faire une idée nous-mêmes. Sinon, c'est au niveau de l'école, vraiment, on nous enseigne l'histoire que les Africains, même veulent qu'on apprenne de l'Afrique. On nous fait un peu négatif, pas de l'Afrique. Mais ces jeunes initiatives, je crois, ça nous permet ça permet à la jeunesse de savoir réellement l'histoire des Africains, quoi, la bonne histoire. Donc, c'est un ça, j'encourage, et puis bon, ici, mon tableau, nos différents intervenants, vraiment, une connaissance assez bonne de l'histoire réelle des Africains. Merci. Votre opinion? Mais je voulais poser une question. Si les Africains avaient véritablement une culture, une organisation aussi avancée, pourquoi est-ce que vers la fin, les Européens ont eu le dessus sur les Africains? C'est cette partie-là. Demain, parce que moi, une fois, il y a le président français, l'ex-président français qui a eu à intervenir au Sénégal. C'est que vous savez ce qu'il a dit par rapport aux Africains. Ouais. Moi, ça m'a énormément choqué. Mais bon, ce genre de trucs permettent de, ce genre d'émissions, disons, permettent de restaurer une image négative des Africains. Voilà. Merci beaucoup. Et le site a été mal choisi aussi, un livre de Gorée, dire que l'homme noir n'a pas su rentrer dans l'histoire. C'est à l'homme noir également de prouver qu'il a su rentrer. Voilà. Nous avons un monde de compétition. Nous sommes en guerre et nous voulons avoir nos armes des autres. C'est pas possible. Voilà. On revient tout de suite. Patrick Ndiakan sur la toile. On va prendre 2 ou 3 réactions et on reviendra pour épiloguer. Et demain, on jouera la prolongation. Si les verrous étaient aussi solides, comment est-ce que les verrous ont sauté pour se retrouver dans la situation qu'on connaît, des cases, des maisons précaires, la famine, l'esclavage, les chaînes au cou, les chaînes aux pieds, des familles désorganisées, une société africaine déstructurée. Comment est-ce que les verrous ont sauté? Voilà. Patrick, on emprunte le petit pont et on sera à vous. Voilà, sur la toile, Mohamed, nos internautes sont, je dirais, en parenthèse, un peu révoltés quand ils s'expriment. Mathias Kwame nous dit, avant l'arrivée des colons, les Africains étaient très organisés.
Pour preuve, remontons dans notre histoire, nous avions eu les empires tels que Soso, l'empire du Ghana, nous avions eu aussi des grands chefs tels que Soumanguru Kanté, Kanyan Mangon Sissé, Sundiata Keita, Shaka Zulu, avec lesquels les colons ont farouchement combattu. Nous avons une réaction intéressante de la part de M. Ahmed Diabagaté. Il nous dit l'Afrique avait déjà ses écoles et ses universités avec des diplômes comme la Djada. Notre retard vient uniquement que du blanc. Une autre réaction poignante de la part de M. Eric Christian Oué. Il nous dit rappelons au passage que la première civilisation de l'Afrique vient de l'Égypte. Or, plusieurs preuves scientifiques ont prouvé que l'Égypte ancienne était extrêmement organisée, civilisée et prospère. Et puis même dans les zones les plus reculées, nous avons des villages qui ne manquent pas de culture, de chefs et donc des sociétés organisées. Donc l'Afrique fonctionnait très bien à son rythme avant l'arrivée des colons. Terminons aujourd'hui avec monsieur Avo Woody Jean-Jacques. Il nous dit quand les Occidentaux sont venus, ils disent qu'ils ont trouvé en Afrique des barbares et des sauvages, admet soit, mais après ils nous disent que les rois africains leur ont vendu des esclaves. Soyons sérieux, soit on est esclave et barbare et on n'a pas de roi, soit on a des rois et on est plus sauvage. Quand on parle de roi, on parle de structure sociale organisée, on parle de gestion du pouvoir, on parle même de hiérarchie. Donc, c'est de l'escroquerie intellectuelle dont nous sommes victimes. Un nouveau mot vient de sortir. Merci beaucoup à tous. 2h13h15, c'est vrai que bien avant le contact avec le colon, il y avait une société africaine structurée. Alors, si cette société était aussi structurée, qu'est-ce qui a fait sauter les verrous? Voilà, on se revoit demain. Merci Seydina. Merci beaucoup, vous êtes auteur de la dictature culturelle. Merci aussi à Diop. Diop, vous êtes un grand régisseur, vous faites le tour du continent africain, vous avez une grande connaissance en matière d'histoire du continent africain. Merci à Patrick Ndiakan. Merci à Fatou Koulibaly, merci à tous. Nos programmes se poursuivent. Demain, nous serons encore dans l'Afrique précoloniale. Qu'est-ce qui a fait sauter les verrous? Merci, au revoir. Son